En attendant, est-ce qu'il y a un deuxième micro quelque part? Merci. Bon, re-bienvenue à tous. Donc, pour ouvrir cette deuxième session de la matinée, j'ai le plaisir d'accueillir Pascal Peuchot, qui est donc directeur de l'innovation à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon. Directeur de l'innovation, donc il y en a de Saint-Barthélemy, pas encore. Donc il y a un directeur de l'innovation dans tous les pays territoires d'outre-mer, les fonctions sont variables, mais Pascal est en charge de la direction des services techniques, donc il est directeur adjoint, donc il est spécialiste du numérique, de l'énergie, de la coopération régionale et internationale également, et donc dans un territoire qui a été touché par Irma, comme vous le savez. Donc c'est un homme très occupé et il nous fait un grand honneur en venant jusqu'à nous pour partager l'expérience de Saint-Barthélemy sur le SDAN. Donc le SDAN de Saint-Barthélemy, c'est 2014, donc ils sont un petit peu en avance. Et je pense que Saint-Barthélemy, c'est aussi une île avec à peu près la même population que Saint-Pierre, un petit peu plus, que Saint-Pierre-et-Miquelon même dans son ensemble. C'est la taille de Saint-Pierre, donc ça va être très intéressant de suivre ce qu'ils ont fait. Donc merci encore Pascal d'être parmi nous et je te laisse la parole. Merci beaucoup Olivier. Alors c'est vrai que depuis ce matin j'ai beaucoup entendu dire on va laisser la parole aux experts. Modestement, je ne me considère pas véritablement comme un expert, mais j'aurais plutôt à cœur de vous faire part de l'expérience, du retour d'expérience de Saint-Barthélemy, dans laquelle vous pourrez, je pense, y voir des parallélismes avec Saint-Pierre-et-Miquelon, mais chaque territoire garde ses particularités et il n'y a pas véritablement de recette miracle. Il y a des éléments, des traits communs, mais il n'y a pas de. Je ne vais pas vous donner la recette miracle, je vais juste vous parler de ce qu'on a pu faire depuis l'adoption du SDAN et même un petit peu avant. Mais voilà. Donc Saint-Barthélemy, donc une île française de la Caraïbe, un PTOM, tout comme Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc on a à peu près on a le même mode de fonctionnement, hein, avec un conseil territorial. Nous sommes une collectivité unique. En revanche, il n'y a pas de commune, il n'y a pas de mairie, à la différence de Saint-Pierre-et-Miquelon. Et nous sommes très jeunes PTOM, puisque avant 2007, nous étions une commune de la région Guadeloupe. Nous sommes passés collectivité d'outre-mer et en 2012, nous avons obtenu le statut de pays et territoire d'outre-mer. Donc je ne vais pas vous refaire un cours sur ce qu'est un pays et territoire d'outre-mer. Vous le savez très bien. En revanche, nous sommes le seul PTOM français de la Caraïbe. Il y a d'autres PTOM britanniques et néerlandais qui nous entourent et des États indépendants de la Caraïbe. Pour vous expliquer un petit peu la particularité de Saint-Barthélemy, j'indique la problématique de la double insularité, c'est-à-dire qu'on dépend d'autres îles pour l'acheminement de marchandises, mais également pour le transport de passagers, notamment de l'île de Saint-Martin et de la Guadeloupe, mais aussi d'autres grosses îles de la Caraïbe. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui ne va pas sur une île voisine, en l'occurrence, je prends l'exemple de Saint-Martin avec Irma, qui a eu son aéroport international vraiment détruit, forcément le transport de passagers et l'arrivée des touristes à Saint-Barthélemy est rendu beaucoup plus compliqué. Sur le numérique, c'est un petit peu la même chose aussi. On était, alors je vais vous montrer un petit peu comment on a changé cette situation, mais on est toujours un cul-de-sac numérique aussi.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de câble qui arrive, par exemple, de Miami, d'un continent, directement sur Saint-Barthélemy, mais ça passe par notamment Saint-Martin. Les parallélismes avec Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est qu'on est soumis à la même réglementation, la réglementation de l'ARCEP. On est compétent, tout comme Saint-Pierre-et-Miquelon, pour porter une politique d'aménagement numérique du territoire. Et je viendrai rappeler que le pilier de notre économie, et c'est une mono-économie, c'est le tourisme très haut de gamme qui fait notre particularité. Vous avez tous entendu parler, j'imagine, de Saint-Barth. On est souvent connu pour être l'île des millionnaires, mais bon, milliardaires, pardon. Mais sachez que les milliardaires viennent en vacances et qu'il y a une vraie population qui habite et qui n'est ni millionnaire, ni encore moins milliardaire. Donc on est sur un territoire de 21 km², environ 10 000 habitants. C'est vrai qu'Irma a pas mal changé la donne et j'allais dire aujourd'hui on ne sait pas exactement le nombre d'habitants précis qu'il y a sur l'île, mais certainement moins de 10 000 habitants. Donc le numérique, par exemple, constitue ce que je disais tout à l'heure par rapport au tourisme, on est une mono-économie. Le numérique constitue pour nous une opportunité de diversification économique. Et pour reprendre tous les exemples qui vous ont été donnés ce matin dans la présentation du SDAN de Saint-Pierre-et-Miquelon, je pense que je vais pouvoir donner beaucoup raison aux deux intervenants de ce matin qui vous expliquaient donc comment la transformation numérique d'un territoire peut véritablement impacter son développement économique, voire se développer des choses qu'on n'aurait même pas imaginées quelques années avant. Mais effectivement, si on ne met pas le coup d'accélérateur sur le côté infrastructure, il ne se passera pas grand-chose, effectivement, ça je partage tout à fait là. Mais on ne sait pas vraiment ce qui peut se passer, mais on est sûr qu'il va se passer quelque chose. La politique de la collectivité de Saint-Barthélemy, c'est d'essayer de positionner le curseur de l'intervention publique au bon endroit pour permettre aux acteurs privés et à la population de trouver un terrain de jeu équitable, neutre, non discriminatoire, pour générer de la concurrence. Et la concurrence génère elle-même une amélioration de la qualité de service, une baisse des prix. Voilà, on est vraiment dans cette logique. Donc je vous rappelle rapidement les enjeux du numérique qui sont évidemment la connexion au reste du monde, l'étude sur l'usage des technologies à Saint-Pierre-et-Miquelon le montre clairement, hein. Vous avez besoin et vous avez envie d'être connecté au reste du monde, et c'est une attente tout à fait légitime. C'est un mouvement global, donc il n'y a pas de raison que ça épargne nos îles. Et une chose aussi, c'est que le numérique, on parle de numérique, mais ce n'est pas une fin en soi. C'est vraiment un outil. C'est un outil pour une politique publique de développement économique. C'est un outil pour le secteur du tourisme, pour les entreprises. Voilà, c'est vraiment un outil de développement, et pour le public, c'est un outil de développement du territoire. Et donc qui répond évidemment aux attentes du territoire. Et ça, je pense que du coup, le SDAN est vraiment le bon vecteur pour sentir ce que veulent les acteurs du territoire et de quoi ils ont besoin pour se développer, quel va être le substrat qui leur permet d'améliorer leur croissance, d'aller vers de nouveaux marchés, et de proposer de nouveaux services localement.
c'est aussi un support, le numérique et surtout les infrastructures numériques. Pour nous, c'est un support pour l'innovation. Mais alors attention, moi je ne veux pas vous expliquer ce qu'est l'innovation. L'innovation, ce qui est innovant pour un territoire n'est pas forcément innovant pour un autre. Et c'est à vous de construire les services innovants de demain. Alors évidemment, on peut vous donner quelques pistes de réflexion, mais c'est vraiment à chaque territoire de prendre son avenir en main. Si je peux me permettre de citer le sénateur de Saint-Barthélemy, Michel Magras, qui dit que innover pour une île n'est pas une option. Et c'est une nécessité, c'est innover ou mourir quelque part. Donc j'allais dire, on a vraiment pas le choix, et ça c'est et dans tous les domaines, hein, je veux dire, on n'est pas uniquement en train de parler de numérique, hein. Quand je dis l'innovation elle peut être sur l'innovation organisationnelle, mais c'est vrai que l'outil numérique aide. Il n'y a pas que de l'innovation technologique. Alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est où est-ce qu'on peut positionner le curseur de l'intervention publique, justement pour ne pas intervenir sur des champs de marché concurrentiels, et bouleverser du coup un équilibre, mais pour permettre de dynamiser cet écosystème d'entreprises locales, cet écosystème au départ d'opérateurs. Alors évidemment, l'action publique peut venir perturber les positionnements historiques de certains acteurs. Et bon, c'est sûr qu'au départ, on va avoir peut-être une réticence, mais ensuite, effectivement, les acteurs réticents jouent le jeu, rentrent dans cette politique partenariale et d'aménagement vraiment concerté et entre tous les acteurs publics et les acteurs privés, dans la mesure où les acteurs privés trouvent logique le positionnement de la puissance publique. Donc, on parlait tout à l'heure de qualité des infrastructures télécoms, donc l'amélioration, l'arrivée vers la fibre optique, mais on peut avoir une superbe autoroute et donc de superbes réseaux, mais s'ils ne sont pas accessibles, et s'ils ne sont accessibles que finalement qu'aux opérateurs qui font de la fourniture d'accès à Internet, c'est un petit peu triste. Vous verrez tout à l'heure comment des acteurs locaux à Saint-Barthélemy, qui étaient des petites sociétés d'informatique, se sont mis sur le marché du service aux entreprises et fournissent des services qui sont aujourd'hui fournis sur l'Hexagone par ce qu'on appelle des opérateurs de télécommunications. Un opérateur de télécommunications, ce n'est pas qu'un fournisseur d'accès à Internet. Voilà, donc ce que je disais tout à l'heure, c'est l'ambition de la collectivité, c'est de fournir véritablement des infrastructures de qualité, mais accessibles à tous, c'est-à-dire à tous les acteurs qui voudraient utiliser cette fibre optique sur le territoire ou ce câble sous-marin. Donc la question des barrières à l'entrée sur un réseau est vraiment très importante, et en tout cas à Saint-Barthélemy, on tire vraiment profit du fait que la collectivité est propriétaire des infrastructures, enfin de pas mal d'infrastructures. Alors c'est historique, je vous montrerai après comment on en est arrivé là et pourquoi on en est là, mais en tout cas on ne le regrette pas. Je vous parlerai effectivement des catastrophes qui nous sont arrivées, hein, de l'ouragan Irma et puis récemment la coupure d'un câble sous-marin, et vous verrez à quel point le fait que la collectivité soit impliquée dans l'aménagement numérique a aidé à relever, à remonter les communications, les télécommunications, pour vraiment permettre aux gens de souffler et de... C'était vraiment une soupape de décompression de pouvoir retrouver de la communication. Alors, d'une part pour le grand public, mais après évidemment pour l'activité économique. Autre chose, c'est que l'aménagement numérique du territoire, c'est pas
On ne fait pas un projet et puis après tout se passe bien. C'est une politique de long terme. Vous verrez comment tout à l'heure on en est arrivé là. Voilà, bon après évidemment le dernier bullet point, celui dont j'ai parlé au début, l'idée c'est que les investissements publics soient là pour favoriser la concurrence et la qualité de service au bénéfice des clients finaux, les clients finaux étant les entreprises, les administrations et le grand public. Donc un petit rappel pour mettre en parallèle avec l'histoire aussi de Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc nous, on a eu notre premier câble sous-marin qui est arrivé en 2006. Alors effectivement, l'opérateur qui portait ce câble sous-marin, qui était dans le cadre d'une délégation de service public de la région Guadeloupe, nous promettait monts et merveilles, que tout serait possible. Bon, on était en 2006, hein, donc effectivement, aujourd'hui, 2018, l'arrivée d'un câble sous-marin va radicalement changer les choses sur Saint-Pierre-et-Miquelon. Mais donc, je vous laisse peut-être, puisqu'on me fait signe que je prends un petit peu de temps, mais bon. Voilà un petit peu comment ça s'est passé. Donc depuis 2006, on a eu un câble sous-marin qui est là. 2010, les opérateurs alternatifs, donc en l'occurrence par exemple ici ce serait Globaltel qui serait venu alerter la collectivité en disant on n'arrive pas à accéder aux infrastructures terrestres d'Orange, c'est pénalisant pour notre développement. Il faudrait que la collectivité tire un câble de fibre optique entre les deux centraux téléphoniques. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça qu'on est rentré dans l'aménagement numérique. On a été interpellé par les opérateurs privés. 2012, on a commencé à élaborer notre schéma directeur avec comme ambition le FTTH, donc la fibre optique jusqu'au logement pour tous en 2022. En 2014, on a eu l'arrivée d'un second câble sous-marin qui était porté par l'administration des Pays-Bas caribéens. Alors, je ne vais pas vous faire un cours, hein, mais c'est globalement les îles des ex-Antilles néerlandaises. Donc c'est l'équivalent de la préfecture, si vous voulez, du royaume des Pays-Bas dans les îles des Antilles néerlandaises, qui portait un projet de câble sous-marin qui nous raccorde toujours à Saint-Martin, mais cette fois-ci côté néerlandais. Donc on a un câble qui arrive côté français, un autre câble qui est côté néerlandais. Et puis, fort du fait qu'on ait été interpellé par les opérateurs pour aider à interconnecter les centraux téléphoniques pour le dégroupage, pour permettre plus de concurrence sur les offres grand public, on s'est dit, on ne va pas juste tirer un câble entre deux points. On s'est dit, tiens, c'est l'occasion de peut-être d'interconnecter nos bâtiments privés, nos bâtiments publics, pardon, tous les bâtiments publics, et de se dire, tiens, on va mettre des capacités supplémentaires de fibres. Au début, il aurait peut-être fallu, je ne sais pas, 48 fibres peut-être pour arriver à cet objectif. Puis on s'est dit, on va tirer un câble de 144 brins. Et écoutez, je pense qu'on a eu raison de faire ça, puisque les hôtels qui étaient sur le chemin de la fibre ont commencé à nous alerter en nous disant c'est pas possible, on peut pas continuer à travailler comme ça, à offrir du service à nos clients qui attendent le même niveau de service que ce qu'ils ont dans les grandes métropoles des États-Unis. Et pardon. Et donc les premiers hôtels, le premier hôtel qui a été fibré, donc c'est en 2015. Je me souviens très bien des mots du directeur de l'hôtel le jour où ils ont été raccordés, le jour où on a fait l'inauguration. Il a remercié la collectivité en disant vous nous avez désenclavés. Donc on s'est dit, là, il y a quelque chose qu'on a fait qui fait bouger les choses, quoi.
Donc je reviens rapidement sur les effets de la politique publique sur la situation locale. Donc la concurrence a été véritablement accrue sur les services numériques, puisqu'on a vu se développer, arriver de nouveaux opérateurs et des opérateurs qui étaient balbutiants, on va dire, il y a quelques années, devenir les leaders de la fibre optique, de la fourniture de services sur fibre optique aux acteurs privés. Et notamment aux acteurs du tourisme, hein, puisque c'était eux qui étaient les plus demandeurs. Donc évidemment, amélioration de la qualité des services, plus de choix et des solutions sur mesure pour les professionnels, pour les entreprises. Je disais tout à l'heure, les télécoms, c'est pas que l'accès à Internet, c'est l'interconnexion entre deux sites pour faire comme si, effectivement, on était juste à l'étage, hein, comme tu l'as très justement dit, pour l'hôpital. Mais ça vaut pour toutes les entreprises qui peuvent avoir des sites dispersés, soit sur les deux îles de l'archipel ici, ou même sur deux sites différents sur la même île. Et on a vu donc de l'augmentation de cette concurrence, une baisse des tarifs, des offres d'accès à Internet très haut débit. Donc, et très haut débit, ça veut dire aussi symétrique, hein. On est véritablement sur le segment des offres professionnelles. Là, je ne suis pas du tout sur le segment du grand public, hein. Donc ce réseau professionnel qu'on appelle un réseau FTTO sert donc les besoins des opérateurs qui eux-mêmes derrière vont servir les besoins de leur client final. Donc aujourd'hui, on est passé finalement deux opérateurs, et encore, j'allais dire presque même pas d'opérateurs qui offraient des services de qualité professionnelle, donc 0, à aujourd'hui 7 opérateurs, donc 3 qui sont des émanations de petites entreprises locales qui ont décidé de se dire « Ah bah je trouve un terrain de jeu très intéressant et je vais me lancer dans cette aventure ». Et preuve que ce réseau FTTO est répondait encore à un besoin des opérateurs pour leurs propres besoins, pour sécuriser par exemple leur propre réseau, leurs infrastructures, les points hauts pour la téléphonie mobile, puisque nous on a de la téléphonie mobile avec de la data, hein, du réseau 3G et du réseau 4G. Et évidemment, on ne fait pas de 4G sans fibre. Donc aujourd'hui, tous les pylônes, on a fibré tous les pylônes pour le compte des opérateurs. Et voilà. Donc c'est vrai que nous, ça nous fait aussi des recettes qui sont pas négligeables, hein, quand même. Si on enlève le coût du génie civil qui est extrêmement cher à Saint-Barth, donc de la poste de Fourreau, on est sur un retour sur investissement d'environ 5 ans. Avec un catalogue tarifaire qui est à peu près similaire à ceux qu'on peut trouver sur l'Hexagone. Et donc évidemment, c'est vrai que de maîtriser tout ça, d'avoir notre propre réseau à la suite de catastrophes naturelles, ça a été véritablement un plus, puisque, comme je vous disais, on est une île, on souffre de double insularité, il n'y a pas de techniciens d'opérateurs qui sont présents sur l'île, à la différence d'ici, où quand même, je crois que SPM Télécom, il y a 25 salariés, donc il y a quand même une présence locale. Nous, on n'a pas de présence locale, donc on a nos petites entreprises qui sont capables de faire 2-3 bidouilles sur la fibre optique et qui nous ont monté ce qu'on a appelé les points Wi-Fi Irma, qui avant même que les opérateurs ne viennent remettre en service le réseau mobile, nous on avait mis en place des points Wi-Fi pour permettre aux gens de téléphoner, enfin d'envoyer des WhatsApp, d'envoyer des messages, bref, de communiquer avec leurs proches en dehors de l'île pour leur dire que tout allait bien. Heureusement, on n'a pas eu de mort lors de cette catastrophe, ce qui n'est pas le cas de notre île sœur de Saint-Martin. Donc, je parlais tout à l'heure je vais pas m'étendre, hein, malheureusement, puisque j'ai
plus beaucoup de temps sur ce qui s'est passé post-Irma, mais bon, c'était vraiment quelque chose d'incroyable. Donc comment on en est arrivé là? Vous l'avez dit tout à l'heure, les travaux de voirie, c'est une nécessité absolue de coordonner et de chaque fois qu'on ouvre une tranchée, de poser des fourreaux. C'est pas ça qui coûte beaucoup plus cher. Ce qui coûte cher, c'est d'ouvrir la tranchée, la surlargeur par rapport à quand on passe un réseau électrique, un réseau d'eau. Et c'est quelques dizaines de centimètres de plus, donc c'est pas un coût lourd, et c'est une politique patrimoniale que la collectivité mène depuis plus de 10 ans. Donc effectivement, on a un patrimoine de fourreaux qu'on peut utiliser et dont on connaît la position évidemment sur le territoire et le taux d'occupation puisque ça nous appartient. Et que même Orange l'utilise pour étendre son réseau téléphonique et pour enfouir aussi ces réseaux, puisque la politique de la collectivité, c'est d'aller vers toujours plus d'enfouissement, et Irma n'a fait que donner un coup d'accélérateur à cette politique, puisqu'on va finalement tout enfouir dans les 3 ans à venir. Pareil que le data center, alors nous on n'appelle pas ça data center parce que modestement la taille du foncier disponible ne nous permet pas d'avoir un data center sur plusieurs centaines de mètres carrés, donc c'est des petits locaux techniques qui sont susceptibles d'accueillir les équipements des opérateurs télécoms, des petits opérateurs télécoms comme des gros hein, d'ailleurs, et le fait que ça soit maîtrisé par la puissance publique, ben, c'est vrai que ça facilite les choses parce que souvent quand c'est la propriété d'un opérateur, pour faire venir l'opérateur concurrent, ça traîne un petit peu des pieds. Donc là, ça discute même pas. C'est la collectivité qui décide. Alors ça fait un peu soviétique, mais je peux le dire largement, monsieur le sénateur, vous pourrez le confirmer. Notre président Bruno Magras est loin d'être soviétique et plutôt libéral. Mais finalement, c'est justement cette maîtrise publique qui permet d'avoir une politique libérale derrière. C'est les infrastructures essentielles qui permettent derrière de générer une concurrence, un terrain de jeu génial pour tous les acteurs. Voilà, donc nous on commercialise uniquement des fibres optiques noires, c'est-à-dire qu'on vend, grosso modo, on vend du plastique hein, et de la fibre de verre aux opérateurs qui se chargent eux-mêmes d'allumer les fibres et de faire passer les données. Voilà, donc, et tout ça évidemment a été basé sur et comme je disais, une écoute attentive des besoins exprimés par les acteurs du territoire. Donc pour vous montrer un petit peu dans quel segment se place le secteur public à Saint-Barthélemy, et je pense que ça c'est quelque chose qu'on peut garder en tête pour tous les territoires qui veulent garder la maîtrise de leur avenir numérique et ne pas le confier aux opérateurs privés qui vont avoir, et c'est naturel, hein, ils vont avoir un besoin de rentabilité à très court terme, ce qui est tout à fait normal. On ne peut pas leur en vouloir pour ça, mais sur des petits territoires, notamment, la concurrence par les infrastructures n'a pas véritablement de sens. Donc là où intervient le secteur public, c'est véritablement sur la fibre et désolé, le slide est en anglais, les fourreaux, les tranchées, et ensuite toute l'activité économique se positionne ici, des fournisseurs de réseaux, des fournisseurs de services, et puis au dernier niveau, ce que je disais tout à l'heure, les clients finaux. Alors, comme je disais aussi que c'est pas l'aménagement numérique, c'est pas juste un coup et puis après on laisse faire. Il nous reste encore pas mal de choses à faire. Donc le projet de fibre jusqu'au logement qui est en gestation depuis 2015. Bon, évidemment, Irma nous a un petit peu perturbé le calendrier, et on aurait dû attribuer notre marché FTTH à la fin de l'année 2017. Au final, on va le faire courant mai 2018, et pour des premiers logements qui seront raccordés avant la fin de l'année.
Toujours sur cette logique, on est un territoire insulaire et on était un petit peu un cul-de-sac numérique. La mise en place de ce qu'on appelle un GIX ou un point d'échange internet, là encore, c'est un local technique qui permet aux différents opérateurs de s'échanger le trafic localement, parce que on s'est rendu compte que quand on a une coupure de câble sous-marin, et ben finalement, il se passe plus rien. On est coupé du monde. On peut même plus se passer de coups de téléphone en interne. Il n'y a plus rien. Et c'est ce qui nous est arrivé après Irma. Il n'y avait absolument plus rien, plus moyen de communiquer, même pour les secours. Donc vous imaginez un petit peu le niveau d'anxiété que ça peut générer, à la fois pour les secours, mais surtout pour la population et pour la gestion de la communication vers la population. Donc ces locaux techniques, ces points d'échange Internet permettent aux opérateurs de localiser le trafic sur l'île et de permettre à ce que si jamais on est encore coupé demain parce que nos 2 câbles sous-marins sont coupés, oui, puisqu'il faut savoir qu'aussi on avait bien 2 câbles sous-marins quand en mars on a eu un des 2 câbles qui a été coupé. Le problème, c'était qu'Orange, qui représente à peu près 80% de parts de marché, voire même plus, était sur le câble qui a été coupé. Donc blackout quasi total. Et c'est pas parce qu'on avait 2 câbles que tous les opérateurs sont sur les 2 câbles. Donc c'est des solutions de sécurisation. Il faut aussi pousser les opérateurs à utiliser une solution avec une solution de redondance. Ça c'est systématique, ça c'est valable sur les câbles sous-marins. Les faisceaux hertziens par exemple que vous avez ici peuvent être des très bons secours. Hein. Aujourd'hui ça sert pour faire passer tout le trafic, mais demain ça servira de secours. Il n'est pas question de les enlever. Hein. Moi, ça c'est mon avis, mais je pense que ça doit être quand même partagé. Pour assurer plus de sécurité, on veut faire arriver un 3e câble sous-marin sur une autre qui atterrirait sur une autre plage, parce que comme ça, au moins, si on a une coupure sur une plage à cause d'un phénomène cyclonique, on a toujours une troisième porte de sortie, puisque tous nos faisceaux hertziens, en revanche, ont été, enfin c'est pas nos faisceaux hertziens, les faisceaux hertziens des opérateurs ont été mis à plat avec Irma qui a vraiment tout cassé sur son passage. Et voilà. Et le fait d'avoir un réseau public, une infrastructure publique, c'est aussi le support de la Smart Island de demain, de l'île intelligente de demain, pour permettre des usages comme la vidéoprotection intelligente, donc les usages de la vidéoprotection autres que pour de la surveillance et de la sécurité. C'est pour de la gestion de la ville, la gestion du territoire, l'éclairage public intelligent. Et puis demain, puisque Olivier disait que je travaillais sur l'énergie, sur la transition énergétique de notre territoire, on n'aura pas de réseau électrique intelligent si on n'a pas à un moment des infrastructures numériques de bonne qualité et accessibles surtout. Voilà. Je crois que j'en ai terminé. Bon, je vous laisse. Est-ce que j'ai le temps ou non? Allez, on va laisser ça en support des questions que vous allez peut-être me poser, puisque ça y est, maintenant tout le monde est chaud, tout le monde a pris un café chaud. Même moi, j'ai pu me réchauffer là avec avec mon intervention. Donc voilà, la parole est à la salle. Je suis vraiment, moi, je serais ravi encore une fois d'approfondir avec vous le retour d'expérience de Saint-Barthélemy. Alors, merci beaucoup Pascal, c'était très enrichissant et puis très passionnant en fait, même si c'est assez dramatique ce qui s'est passé à Saint-Barthélemy. Je vais juste prendre une seule question parce qu'on est un petit peu juste niveau temps. Une seule question s'il y en a une présente, et puis sinon on pourra continuer aussi cet après-midi au niveau des questions. Mais c'est important que vous puissiez tous faire votre intervention ce matin.
Est-ce qu'il y a une question pour Pascal Peuchot qui ne puisse attendre cet après-midi? Ah, je vous ai refroidi là. Bon, ça vous laisse le temps d'y réfléchir. Merci encore beaucoup Pascal d'être venu jusqu'à nous et pour cette présentation. Merci. Merci beaucoup. Donc, je vous disais, aujourd'hui, on marie un petit peu FIER SPM et l'aménagement numérique dans cette conférence. C'est aussi un brassage d'expertise de France et d'Amérique du Nord. Et pour cela, on a notamment un expert qui nous vient de Montréal, même s'il est originaire du Grand Ouest, ou de Bretagne, comme on veut. Donc, qui a enseigné à la fois d'abord à l'ESCRN et aujourd'hui à l'Université de Montréal. Il va nous expliquer un petit peu aussi les projets d'entreprise qu'il a menés à bien. J'ai le plaisir d'accueillir Loïc Berthoud. Bonjour à tous. Alors, en guise d'introduction et tout protocole observé, j'aimerais tout d'abord remercier toute l'équipe d'Archipel et Développement, plus particulièrement Olivier et Sarah, pour leur invitation, leur accueil. C'est ma première venue ici dans l'Archipel et je suis très heureux d'être avec vous. On se sent bien chez vous. Alors, j'ai effectivement commencé dans le commerce électronique au Québec, à Montréal, qui est une île, dans les années 90, et je suis parti d'une page blanche. J'avais, dans le fond, une petite expérience du Minitel, et quand j'ai vu l'Internet, j'ai pensé qu'on pouvait effectivement faire du commerce électronique. Donc je suis parti de cette expérience-là, qui m'a pas mal réussi, et puis ça m'a amené ensuite à l'enseignement, donc à l'École supérieure de commerce de Rennes, où en 2014, j'ai participé à la création de programmes de formation au numérique, ainsi qu'à un centre d'expertise pour appuyer les entreprises à se développer. Et ce jusqu'au mois dernier. Et je vais poursuivre ces activités de nouveau à Montréal, alors à l'Université du Québec à Montréal. Pardon. Alors, aujourd'hui, le thème, c'est l'innovation, ce sont les îles intelligentes, c'est le numérique. Pour savoir où on va, c'est important de voir aussi d'où on vient. Alors, je me suis intéressé un petit peu à ce qu'il y avait dans le passé, et je vous propose d'un point de départ qui est celui de Louis Pasteur, qui, dans un discours, donnait un petit peu sa vision de l'innovation. Et l'innovation, en s'intéressant à ce qui avait été inventé par des prédécesseurs, notamment le télégraphe, qui est une invention assez fascinante, avec plein de rebondissements, qui nous démontre en fait qu'il y a énormément de hasard. Et que ce hasard, il est souvent une forme de sérendipité, et par conséquent, il faut être préparé à accueillir ce hasard pour éventuellement avoir des résultats qui n'étaient pas prévus au départ. Donc aujourd'hui, je n'ai pas de réponse, il s'agit d'une concertation, je suis venu pour partager avec vous quelques expériences, quelques points de vue, et dans le fond, j'ai des questions à vous poser. Alors, quels sont les enjeux que j'ai identifiés pour votre archipel ? Première question, comment est-ce que SPM peut se différencier et se faire reconnaître grâce au numérique ? Ce matin, avec les intervenants précédents, avec Stéphane, avec Manuel, vous avez un plan, vous avez un schéma pour bâtir votre infrastructure. Pascal vient de nous montrer un exemple, nous dire dans le fond c'est possible. Donc à présent, il faut vous projeter, me semble-t-il, et vous demander ce que vous voulez faire avec le numérique. Au même titre que vous avez un
très bel aéroport, vous développez des liaisons et vous avez toutes sortes de possibilités qui s'offrent à vous pour développer vos communications. Et je pense que l'enjeu, c'est de faire un peu la même chose, d'avoir cette réflexion pour savoir, dans le fond, ce que vous voulez faire avec le numérique. Deuxième question, c'est comment réinventer et projeter une nouvelle version de votre archipel. Avant de venir, je connaissais Saint-Pierre-et-Miquelon à travers 2 stagiaires que j'ai accueillis au sein de Cinébox il y a quelques années. Je savais que c'était un petit territoire en Amérique du Nord, mais je ne savais pas grand-chose. Et je pense qu'il y a un effort de communication très important à faire, de façon à vous faire reconnaître avec tous les trésors que vous possédez. Et troisième question, quelle place numérique pour Saint-Pierre-et-Miquelon dans le contexte de ce nouvel accord, qui est peut-être une occasion historique pour vous à saisir? Alors, un premier constat global, c'est qu'il y a 2 mondes qui s'affrontent. L'ancien monde, qui est caractérisé par une culture statutaire, un mode de communication très hiérarchique, et puis un monde numérique qui est caractérisé par une attitude entrepreneuriale et un mode d'interaction très direct. Et ça, c'est très important d'avoir ça à l'esprit, parce que lorsqu'on gère des projets, souvent on peut avoir les solutions techniques, mais il y a des forces en présence qui ont du mal à communiquer entre elles, parce qu'il peut y avoir des décalages de langage, de génération, et souvent il y a des projets qui avortent à cause de ça. Et des innovations ne voient pas le jour aussi rapidement qu'elles le pourraient. Alors, autre constat global, une image vaut 1000 mots. On voit en couleur sombre l'Amérique du Nord et puis la France, une partie de l'Europe. C'est le taux de pénétration d'équipements en termes d'ordinateurs. Donc ça veut dire que vous êtes, on l'a vu précédemment avec les autres présentations, pardon, très bien équipés. Saint-Pierre-et-Miquelon, on a parlé de son insularité, de son éloignement, de son isolement, mais la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, vous avez un taux de pénétration qui est très très bon, donc de ce point de vue-là, vous êtes bien positionné. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est vous donner un point de vue externe. C'est-à-dire que quand je suis arrivé à Saint-Pierre-et-Miquelon, j'avais quelques informations, il y avait ce projet de câble sous-marin, et je me suis dit très bien, je vais chausser mes lunettes d'investisseur, et je vais me poser la question de savoir qu'est-ce que je peux faire avec Saint-Pierre-et-Miquelon. Alors, dans l'avion, j'étais assis à côté d'un jeune qui revenait de Terre-Neuve, il avait fait une compétition de natation. Il a récolté 5 médailles, et puis en atterrissant, j'ai pu voir qu'il y avait des infrastructures sportives. Je me suis dit, formidable, ici, ils sont très équipés, ils sont très au point pour le sport. Je suis arrivé à l'aéroport, j'ai voulu me connecter, et là, je n'avais pas de communication. On m'a dit, ça fonctionne avec de la Wi-Fi. Donc tout de suite, premier constat, en tant que visiteur, investisseur potentiel ou tout simplement touriste, j'ai un handicap pour communiquer. Alors, je me dis aussi qu'en tant qu'investisseur, comme il y a cet accord qui a été mis en place en octobre dernier, il y a peut-être une carte à jouer pour Saint-Pierre. J'ai participé le mois dernier à une conférence organisée par la Chambre de commerce à Montréal, où étaient présentes les 2 ambassadrices, l'ambassadrice de France au Canada et l'ambassadrice canadienne en France, mesdames Isabelle Hudon et Karine Rispal. Et comme c'était un déjeuner-conférence et qu'il y avait de la morue au menu, j'ai saisi l'opportunité de leur poser la question pour savoir si la morue venait des eaux territoriales canadiennes ou des eaux territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon. Plus sérieusement, je leur ai demandé si Saint-Pierre-et-Miquelon allait être une exception à cet accord, puisque Saint-Pierre-et-Miquelon ne fait pas encore partie intégrante de l'Union européenne,
ou est-ce que ça pouvait être un territoire pilote? La réponse n'a pas été en profondeur, mais elle n'était pas fermée, et particulièrement l'ambassadrice canadienne à Paris, qui trouvait l'idée assez intéressante. Alors, je me dis que, comme il y a des représentants de l'administration ici, peut-être qu'il faut continuer à engager cette conversation et développer des réflexes pour que Saint-Pierre-et-Miquelon fasse partie de l'axe entre la France et le Canada, puisque en tant que chef d'entreprise français potentiel, je pourrais considérer Saint-Pierre-et-Miquelon comme une plateforme pour aller sur le marché nord-américain, et inversement, si je suis un chef d'entreprise à Terre-Neuve, je peux être aux portes de l'Union européenne en quelques kilomètres. Donc ça suppose bien entendu d'avoir une très bonne connaissance des deux pays, de leur culture d'affaires, d'envisager, d'imaginer un passage avantageux avec un régime juridique et fiscal, peut-être grâce à des dérogations ou à des extensions de cet accord, et enfin de réfléchir à quelle spécificité numérique pour Saint-Pierre-et-Miquelon. Alors vous avez ici un climat extrêmement favorable, mais pour l'hébergement de centres, de serveurs et de stockage de données, les data centers dont vous parliez tout à l'heure. Alors quels sont les impacts du numérique? Assez rapidement, je veux juste vous les rappeler. C'est une transformation de la société dans son ensemble, de son organisation, de son mode de communication. Au niveau du commerce, c'est le commerce électronique. Aujourd'hui, c'est 10% dans le monde, 13% en Amérique, 16% en Chine. Il y a des enjeux de sécurité. On parlait de Facebook tout à l'heure. L'innovation, période très très faste, qui est accompagnée par la French Tech. À Montréal, au Québec, on parle de Bleu Blanc Tech. Et vous avez depuis l'automne dernier le nouveau label French Fab pour mettre en avant les réalisations, les savoir-faire industriels. Impact au niveau des valeurs, des codes. Il suffit de penser à la génération des baby boomers et puis des plus jeunes, les zillenniums, qui sont nés dans les années 90-2000. L'environnement, pensez aux puits de pétrole à Cuba, au centre d'hébergement en Islande. Peut-être que Saint-Pierre-et-Miquelon a une réflexion sur l'un et ou l'autre de ces deux perspectives. Et dernier point, mais qui est pour moi le plus important, c'est l'éducation. C'est-à-dire qu'au-delà de l'infrastructure, la technologie est juste un moyen, il faut penser à son usage et donc aux usagers, et il faut par conséquent que les gens s'éduquent et montent en compétences, et par conséquent, il y a effectivement cette troisième langue qui est le codage. Et les jeunes peuvent commencer très simplement avec un livre électronique. Il en existe un qui s'appelle Le codage pour les nuls, avec un langage Python, et on peut démarrer assez facilement. Alors, pour ce qui est de la Bretagne, mon expérience récente m'a permis de me plonger, et il y a un plan qui a été développé en Bretagne qui s'appelle la Glaze Economy. Pardon. Pardon. Oui. Alors la Glaze Economy, le mot glaze est un mot breton qui est une couleur qui n'a pas d'équivalent en français, mais qui est un mélange de trois couleurs, de trois nuances, qui sont le vert pour l'agro-environnement, le bleu pour les ressources marines et le gris pour la matière grise, le numérique. Et je trouve que c'est une couleur qui irait bien à votre archipel. Alors, en Bretagne, d'une manière générale, il y a une prise de conscience de l'importance du numérique. Mais selon une étude des Échos, 80% des entreprises de taille intermédiaire n'ont pas encore pris le virage du numérique, parce qu'elles ont une difficulté à traduire leurs besoins numériques en opportunités d'affaires. Ça veut dire qu'elles doivent
développer des capacités numériques pour être compétitives. Alors qu'est-ce que cela signifie? Elles doivent développer trois principales capacités qui sont valables pour les entreprises, mais qui sont valables pour toutes les organisations. La première, c'est la capacité à rejoindre le marché. C'est ce que vous essayez de faire en vous équipant, en communiquant. La deuxième, c'est une fois que vous êtes équipé, c'est la capacité à vendre sur le marché. Et l'expérience client change. Lorsqu'une entreprise a des points de vente physiques, c'est une façon de vendre. Si demain, elle propose une offre en ligne, le consommateur, il peut être partout dans le monde et il n'y a pas d'interaction en personne. Donc il faut développer une stratégie multicanale ou omnicanale qui intègre tous les moyens de communication et notamment le mobile, le téléphone, puisqu'on parle de plus en plus non pas de e-commerce mais de m-commerce. Et enfin une capacité à croître en innovant. Une fois qu'on s'est mis à jour, il faut continuer d'innover parce que s'il n'y a pas de définition, une seule définition de l'innovation, l'innovation c'est quand même une façon de contrôler son destin. Alors il faut réinvestir et une fois qu'on a été de l'avant, il ne faut plus s'arrêter. Les tendances du marché, alors elles sont caractérisées par un acronyme qui est Social, Mobile, Analytics, Cloud and Security. Et on voit en Bretagne se dessiner notamment des développements en matière de cobotique, donc la formation des robots mais au service des humains. Pour ce qui est de l'agriculture, on parle de traçabilité des produits. Il y a aussi le développement en matière d'hydrogène pour les voitures, donc l'utilisation de l'eau. La formation est très importante avec la réalité virtuelle et la réalité augmentée. En matière de santé, ça a été vu ce matin. Et puis il y a très important le pôle d'excellence cyber. La Bretagne est particulièrement reconnue pour ce pôle et son expertise en matière de sécurité. Un mot sur Rennes avant de passer au Québec. Lors de sa visite au mois d'octobre, le secrétaire d'État au numérique, Mounir Majoubi, a été surpris par Rennes, par la densité de son écosystème. Et compte tenu des liens qu'il y a avec la Bretagne et l'Amérique du Nord, des liens historiques, hein, puisque vous aviez des pêcheurs bretons et pas seulement, basques également, mais il y a à Rennes, à une autre échelle et un petit peu en avant de vous, des similarités dont vous pourriez vous inspirer. Il y a en tout cas une belle proximité. C'est un territoire qui est très apprenant, très fort en ingénierie. Les Français sont très forts pour inventer, un peu moins pour innover. Pensez à l'exemple du Minitel. Si on avait été un petit peu plus loin et écouté davantage Louis Pouzin, qui avait établi tous les travaux pour la base de l'Internet, aujourd'hui la France serait positionnée comme leader, au lieu de suivre les Google et les Facebook de ce monde. Pour le Québec, alors il y a une stratégie qui a été dévoilée au mois de décembre dernier. Donc là aussi, vous voyez qu'à peu près partout, toutes les régions, les pays essayent de penser au numérique, comment se développer, comment se différencier, et ce en fonction de leur propre réalité. J'aimerais juste vous présenter succinctement le plan qui se résume en 7 orientations, 7 cibles et 6 principes. Ce qui est juste important à retenir ici, c'est que vous avez dans les orientations et les cibles l'infrastructure, l'accès à 100% des citoyens. Et en deuxième point, l'éducation, la formation, le développement des compétences. Ce qui veut dire qu'il faut déjà commencer à penser à ce que vous pouvez faire pour les jeunes ici. Peut-être penser à un incubateur, quelques ordinateurs, un petit laboratoire de fabrication avec une imprimante 3D,
vous mettez quelques mentors, ça prend juste quelques milliers de dollars, et là vous commencez à amorcer, à semer une graine et à amorcer quelque chose qui peut prendre et qui va s'étendre une fois que vous aurez donné une communication plus rapide, plus importante. Alors, un mot sur le e-commerce. Tout comme ici, au Canada, il y a évidemment un taux de pénétration, de connexion qui est très élevé. 2/3 des Canadiens achètent en ligne, mais ça masque une réalité, ils achètent aux États-Unis et à l'international. Pourquoi? Parce que les entreprises canadiennes ne sont pas suffisamment présentes sur l'Internet, sur le web. La moitié d'entre elles a un site web, l'autre moitié n'en a pas, encore moins de sites marchands. Et au Québec, la situation est un petit peu plus sévère, puisque seulement 12% des entreprises vendent en ligne, selon une étude du CEFRIO en 2015. Donc, j'espère que ces éléments vous permettent de vous situer par rapport à vos voisins. La Bretagne et le Québec, le Canada, la France. Vous avez un potentiel, la direction elle est là, il n'y a pas de doute. Maintenant, c'est de savoir comment vous allez vous approprier le numérique et essayer de vous différencier avec lui, de vous faire connaître, reconnaître, et tout simplement en mettant en avant votre territoire, vos produits, vos savoir-faire. Il suffit de faire un petit tour de l'île comme on a eu la chance de le faire hier matin pour réaliser qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes pour des touristes et éventuellement des gens d'affaires. Juste avant de conclure, vous signalez qu'il y a également l'importance de la culture, avec à Montréal le printemps numérique qui a lieu actuellement. Il y a toutes sortes d'expositions qui permettent de voir comment on utilise le numérique de manière éduludique. Il y a également le musée Grévin que vous connaissez. Donc le numérique touche toutes les composantes de la société. Enfin, quelques pistes. Donc je vous invite à réfléchir à qu'est-ce qui vous rend unique, vous, Saint-Pierre et Miquelon. Qu'est-ce que vous faites de mieux et de mieux que les autres? Et quel attrait, quel avantage concurrentiel pouvez-vous offrir? Si vous êtes capable de répondre à ces 3 questions, alors vous avez un plan. Et après, il faut l'exécuter. Si vous n'êtes pas capable de répondre à ces 3 questions-là, quel que soit le niveau de technologie, haut débit, très haut débit, vous n'irez à peu près nulle part. Quelques suggestions quand même. Je pense qu'une des priorités, c'est de penser comment vous pouvez impliquer vos jeunes, à commencer par vos enfants. Pensez au codage, pensez au Fab Lab, petit laboratoire de fabrication. Ça se met très très rapidement en place. Ça prend, allez, en moins d'1 mois, c'est fait. 1 mois. Et ça prend quelques milliers de dollars. Vous avez certainement des trésors à explorer au niveau de la recherche avec votre territoire. Vous avez un patrimoine naturel et culturel que j'aimerais beaucoup découvrir. Et puis, il y a aussi quelque chose qui est assez facile à mettre en place, c'est une veille technologique permanente. Vous êtes à une intersection entre le Canada et l'Union européenne. Probablement que vous pouvez jouer un rôle de veille technologique et éventuellement de permettre à des entreprises de venir chez vous comme pour s'élever et faire affaire. Dernier petit point, Stéphane mentionnait l'Estonie. En Estonie, vous pouvez, sans y avoir mis les pieds, en effet, en 20 minutes, créer une entreprise. Ça prend un petit peu plus de temps pour ouvrir un compte bancaire, mais vous pouvez d'ores et déjà commencer à faire du commerce. Et ça donne un statut qui n'est pas un statut de citoyen, mais qui est un statut quand même de résident virtuel. Et donc il y a des notions, grâce à Internet, qui peuvent évoluer et parfois en dehors du cadre un peu compliqué des lois en vigueur. Alors comme j'ai commencé par une citation, je vais terminer par une citation que je vous livre de un autre saint, Saint-Exupéry,
Dans la vie, il n'y a pas de solution, il y a des forces en marche, il faut les créer et les solutions suivent. Je vous remercie. Merci beaucoup Loïc Berthoud. C'était très enrichissant d'avoir votre regard à la fois d'entrepreneur et de peut-être pas de voisin, mais vous avez vécu à la fois en Bretagne et au Québec, et nous sommes un petit peu au milieu, un peu un trait d'union entre ces régions. C'est également intéressant parce que quand on parle de développement économique, que l'on appelle de nos voeux, on parle d'export. Et quand on parle d'export, il faut connaître qu'est-ce que nous pouvons exporter. Et je pense que votre présentation posait les bonnes questions et nous orientait avec des pistes intéressantes pour les ateliers qui, cette fois, seront plutôt consacrés à faire travailler nos forces vives. Je vais faire comme pour Pascal, c'est... s'il y a une question qui ne peut pas être posée cet après-midi, je vais la prendre. Mais sinon, on va continuer comme ça. On pourra vous libérer à midi. Est-ce qu'il y a une intervention ? On peut continuer ? Merci. Donc, pour continuer dans cette logique économique et d'insertion régionale et de voir quelle est la valeur ajoutée de Saint-Pierre-et-Miquelon, je vous propose de vous intéresser à notre nouvelle intervenante, Kendra McDonald de NATI. Donc, c'est le cluster des TIC de Terre-Neuve. Et donc, on pense souvent à Terre-Neuve, qui est passée donc d'une économie de la pêche comme Saint-Pierre-et-Miquelon à l'économie des hydrocarbures et aujourd'hui au tourisme. Mais il y a une vraie vague importante dans le secteur des TIC. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, merci Kendra d'avoir accepté notre invitation. Alors, bonjour tout le monde. C'est toujours une bonne place d'être la dernière chose entre toi puis manger ton lunch. Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui. Je réfléchissais, puis je pense que la première fois que j'ai entendu parler de Saint-Pierre-Miquelon, j'étais en 7e année. C'était dans mon histoire de cours canadienne. Puis j'ai trouvé ça intéressant. Pas tout mon cours était intéressant, mais ça comme fait qu'il y avait un morceau de France qui était tellement proche du Canada. Je ne vais pas dire l'année, mais c'était avant l'Internet. On parlait de avant et après l'Internet. C'était avant l'Internet. Alors, c'est vraiment un plaisir d'être finalement ici. Je pense déjà avec mes expériences dans les dernières 2 journées, comment revenir avec ma famille parce que c'est vraiment tellement proche. Alors, comme mentionné, je suis présidente de la conseil de l'administration de NATI, qui est notre association d'industrie technologique à Terre-Neuve et Labrador. J'ai pensé un acronyme français, mais j'ai décidé de laisser faire. Et nous sommes vraiment le voix du secteur de technologie à Terre-Neuve. Je suis aussi probablement la seule personne dans l'organisation qui pourrait même essayer de présenter en français aujourd'hui, qui m'a donné aussi la chance d'être ici. Je voulais parler d'une autre île. Alors, tu as reçu la perspective de Saint-Barth, tu as la perspective de Montréal, puis maintenant de Terre-Neuve. Terre-Neuve est une île qui est vraiment... Alors, Terre-Neuve, ça prend plus de 11 heures en voiture d'aller d'un bord de l'île à l'autre. Alors, c'est vraiment plus grand qu'on pense. Et si on rajoute Labrador, c'est encore plus long que ça pour pouvoir croiser tout Labrador, puis les rues ne sont pas tout couverts. Alors, c'est un gros territoire avec une population de 500 000. Un demi de la population, plus ou moins, se trouve aux alentours de Saint-Jean. Puis le reste, c'est éparpillé à travers plusieurs communautés à travers l'île et un autre 25 000 plus ou moins qui se trouvent à Labrador. Alors, ça crée beaucoup de complexité au niveau de nos services et de nos coûts. De l'autre côté, c'est vraiment excitant de voir qu'on a vraiment beaucoup de choses au niveau de notre secteur technologique qui se passe. Et on a de plus en plus de succès de retenir nos étudiants internationaux pour pouvoir créer de plus en plus de diversité dans notre main-d'œuvre. Je vais utiliser mes slides et pas juste parler. Oups.
Et l'autre chose à noter, le secteur inclut la communication, le TIC. On a quelques grosses sociétés de communication. Et après ça, plus que 60% de nos sociétés sont moins de 10 personnes. Alors, on a vraiment plusieurs sociétés vraiment petites à travers le province. Ici, on est 160 compagnies. On a presque 4000 employés et à peu près 1,6 billion de dollars de contribution, qui est à peu près 6% du PIB de Terre-Neuve et Labrador. Ce qui est intéressant avec ça, pour moi, une des choses, c'est plus grand que le tourisme comme secteur à Terre-Neuve. Alors, le tourisme à Terre-Neuve est vraiment bien connu. Pour tout le monde qui a pris peut-être un vol canadien pour sortir d'ici, tu vois toujours, il y a plusieurs petites vidéos de Terre-Neuve et Labrador. Alors, il y a une brand vraiment fort au niveau de tourisme, presque inconnue au niveau de la technologie. Alors, il y a beaucoup de travail à faire. On commence à voir de plus en plus de focus au niveau de la technologie et le secteur technologique, parce qu'on commence à réaliser que la technologie pour une île, c'est quelque chose qui est plus facile à faire l'exportation. Alors, tu n'as pas les mêmes coûts de distribution qu'on trouve avec d'autres produits. C'est vraiment plus facile de pouvoir exporter la technologie. Aussi, la technologie est quelque chose qu'on peut vraiment créer à travers l'île. Alors, ça peut créer des connexions entre le rural ou le hors de ville et le ville. Et tu peux rester où tu veux vivre pour créer ton compagnie avec la technologie. Nous, comme vous, on est restreint avec notre infrastructure. Alors, ça ne fonctionne pas bien si tu ne peux pas avoir du cellulaire, si tu n'as pas le câble que tu as besoin de communication. Et on a un projet en place en moment pour pouvoir améliorer l'infrastructure et la communication à travers l'île. On a aussi un projet qui est vraiment focusé, pas juste à créer les compagnies, mais à les aider avec la croissance. Alors, on a établi un objectif pour les prochaines années de pouvoir focuser sur la croissance de 40 compagnies de technologie à Terre-Neuve. On a aussi un objectif de pouvoir doubler le secteur d'ici 2025, qui est de 1,6 à 3 billions et qui va doubler le nombre de compagnies dans le secteur. Alors, c'est vraiment plus de focus sur la croissance. Une des choses qu'on manque, il y a eu une discussion déjà quelques fois ce matin, c'est le talent. Alors, on a un gros défi au niveau de notre éducation pour pouvoir créer le talent que ces compagnies de technologie ont besoin. Et maintenant, pour faire la croissance, il y a des chances qu'ils doivent chercher le talent hors du province. Des fois, ils le rapportent aux provinces, ce qui est bon pour nous. Des fois, il faut faire des installations dans d'autres provinces pour pouvoir chercher le talent. Alors ça, c'est un gros défi pour nous au niveau du talent. Pour NADI, comme organisation, on a pensé comment est-ce qu'on peut faire quelque chose parce que le gouvernement ne mettrait pas en place les programmes de codage assez rapidement. Alors, on a fait un petit pilote nous-mêmes. On a reçu des volontaires de nos membres qui ont rentré dans les écoles et qui ont travaillé avec dans le programme Scratch, les étudiants de 4e année, pour commencer la conversation autour de la codage. Une partie du feedback qu'on a reçu qui était intéressant pour nous, c'est que de la même façon que les enfants n'aiment pas apprendre l'anglais peut-être, n'aiment pas apprendre le grammaire et l'orthographe français, ils n'aiment pas toujours apprendre le codage et la programmation. C'est une autre langue. Alors, ils aiment, on parlait de Fab Lab, ils aiment les imprimantes 3D, ils aiment le robotique, ils aiment les résultats de la programmation, pas nécessairement le processus. Alors, comment est-ce qu'on peut rendre ça beaucoup plus tangible pour les étudiants et être en pleine réflexion sur ce sujet en moment.
Oups. Alors, comme j'ai mentionné, le gouvernement a mis en place le Way Forward, c'est la stratégie au niveau du gouvernement. Il vient de sortir une secteur technologique, un plan focusé sur la technologie, et c'était créé en collaboration avec le secteur privé. Alors, l'idée, c'est que si on veut vraiment que les actions vont se passer, on doit avoir une conversation dès le début, pas un programme gouvernemental qui sort avec la pensée que tout le monde va juste suivre. Alors, c'est vraiment la collaboration, c'est vraiment le travail ensemble pour pouvoir développer cette stratégie-là. Je vais parler pour une minute de notre hackathon. Alors, il y a quelques années, on a commencé à penser comment est-ce qu'on peut changer la conversation entre la technologie et nos domaines et industries plus traditionnelles. Et on a commencé avec la santé. La raison qu'on a commencé avec la santé à Terre-Neuve, c'était parce que pour nous, on a une population de plus en plus âgée. On a une des populations qui est le plus malade au Canada à travers plusieurs résultats. Et on a des coûts qui sont en croissance et qui sont les plus importants de notre budget de province. Alors, on a dit, si on pouvait changer la conversation en santé, ça aurait un impact vraiment important pour nous comme citoyens de Terre-Neuve et Labrador. Alors, on a cherché, il y a une organisation à Québec, à Montréal, une société à but non lucratif qui a créé ce qui s'appelle Hacking Health. Alors, on a regardé pour quelqu'un qui avait déjà fait et on a apporté un chapitre de Hacking Health à Terre-Neuve. Quand ça a commencé, on n'avait aucune idée de ce qui allait se passer. On avait des silos, plusieurs silos à travers l'hôpital, le département de santé, nos compagnies de technologie, notre groupe de docteurs. Il y avait tellement de différents groupes à qui parler. Mais on a dit, on va essayer. Oups. Ça va devenir compliqué. Alors, on a dit, on va commencer avec un café. 2 heures, on va voir qu'est-ce qui va se passer. On a eu plus de 100 personnes qui ont sorti pour le premier café. On ne savait même pas de quoi on allait parler. La deuxième, on a eu seulement 60 personnes. Puis on a dit, bon, peut-être on a manqué notre coup, ça m'a été. Troisième, de nouveau, on avait plus de 100 personnes. On est arrivé à notre hackathon qui était un week-end au complet. Puis on avait 60 personnes qui ont resté, puis ont travaillé. Et ça incluait le chef de technologie pour l'hôpital. Ça incluait quelqu'un du département de santé. On avait le CEO, le chef de l'hôpital qui a parlé à notre événement le vendredi soir. Puis ça a juste montré que mettre tout le monde ensemble avec une vision de changer la santé, puis pouvoir améliorer la situation, a pu couper un peu les silos à travers le système. On a introduit des personnes à travers notre système de santé qui n'avaient jamais rencontré avant, pour pouvoir avoir des conversations autour de l'innovation. Puis qu'est-ce qui arrive maintenant? 1 an plus tard, on a eu une autre hackathon. On avait plus de 100 personnes qui ont participé à travers le week-end. On a maintenant une initiative de santé qui est focusée sur des compagnies qui veulent développer des idées médicales. Il y a tout un projet à l'université. Il y a tout un projet avec NADI pour pouvoir trouver puis donner de l'argent à ces startups. Et on voit maintenant un écosystème de plus en plus fort autour de santé. Alors ça, c'est le pouvoir de pouvoir penser de quoi est-ce qu'on veut parler, qu'est-ce qui est important pour nous, puis comment est-ce qu'on change la conversation pour mettre la technologie puis nos industries plus traditionnelles dans la même salle pour voir qu'est-ce qu'on peut faire de différent. Parce que sinon, les cliniciens ne savent pas qu'est-ce que la technologie peut faire. Les technologistes ne savent pas les problématiques des cliniciens.
Et on commence à prendre cette même approche dans d'autres secteurs, soit le tourisme peut-être, soit les finances du province, soit notre domaine de pétrole. Alors, on continue ce voyage, mais c'était vraiment intéressant de voir le niveau de collaboration qui était possible. Et voilà. D'autres initiatives de collaboration vraiment rapidement. Un, c'est notre plan de croissance de l'Atlantique. Alors, on a déjà des difficultés sur notre île de pouvoir collaborer. Maintenant, le gouvernement fédéral a dit, bon, à travers l'Atlantique, vous êtes 4 provinces avec 2 millions de personnes. Vous êtes 4 gouvernements. Il y a beaucoup de redondance avec des populations qui ne sont pas en croissance. Il faut trouver des façons de faire les choses ensemble. Ils ont créé cette stratégie de croissance atlantique. Focusé, il y a l'immigration, il y a l'innovation, mais un que je voulais mentionner ce matin, c'est vraiment autour de l'exportation. Alors, ils ont mis plusieurs objectifs pour pouvoir encourager les compagnies qui sont en Atlantique de regarder et d'être plus conscients des façons d'être plus présents au niveau mondial. Alors, pour moi, quand je regarde Saint-Pierre, il y aura peut-être des conversations intéressantes de pouvoir travailler avec ces compagnies-là et les aider à commencer à exporter du Canada. Mais il y a beaucoup d'activités, je peux voir, pour pouvoir pousser les exportations atlantiques à travers le monde. Une autre, c'est nos super grappes. Alors, au niveau canadien, on a une réputation à travers le monde pour être vraiment gentil. Alors, avec cette réputation, quand le gouvernement fédéral a reçu des demandes pour l'argent, pour l'innovation, il donnait un peu partout. Alors, à travers, tu demandes, tu reçois des petits montants. Ils ont repensé cette stratégie-là pour dire, bon, on aurait beaucoup plus d'impact si on focus les dollars dans les places où on pense que le Canada peut jouer au niveau mondial, où on peut vraiment être un center of excellence, où on peut vraiment attirer le talent, on peut vraiment nous différencier. Alors, pour ajouter à M. Berthoud, l'idée où est-ce qu'on joue, où est-ce qu'on se différencie, c'est quoi la réputation qu'on peut établir au niveau du monde. On a eu une compétition et c'était presque $1 million, 900 000 qu'ils vont donner. Il y a une compétition au niveau du Canada. L'autre chose qu'ils ont dit, c'est pas juste l'argent fédéral. Il va falloir démontrer que tu vas recevoir aussi de l'argent du secteur privé. Alors, il a fallu mettre en place plusieurs partenaires pour démontrer qu'il y avait vraiment des dollars privés qui étaient en arrière de cette demande de Supergrappe. Atlantique a eu du succès, encore une démonstration de la collaboration à travers l'Atlantique. Et on a reçu juste le mois dernier qu'on était une des 5 gagnants. Alors, il va y avoir un Supergrappe établi en Atlantique au niveau de l'océanique. Alors, tout ce qui est relié à l'océan, et je pense que tout ce qu'on peut imaginer au niveau de l'océan, soit le pétrole, soit l'aquaculture, soit le marine, soit les technologies d'environnement difficiles, tout ça, et c'est en plein début. Alors, c'est sûr que ces compagnies-là vont regarder pour des opportunités. Ils vont vous êtes une île avec ces mêmes caractéristiques, plusieurs caractéristiques semblables. Est-ce qu'il y a des opportunités de faire de recherche ensemble avec cette focus sur les technologies océaniques? Encore là, on a besoin de personnes. On a besoin de personnes qui ont les bonnes compétences pour pouvoir développer ce secteur de la façon qu'on veut le faire. Alors, on a une stratégie aussi, beaucoup maintenant focusée sur l'immigration. Et ça, c'est pas juste chercher les personnes,
c'est vraiment changer toute la culture d'une province pour pouvoir être plus accueillissante à des mondes de l'étranger. Alors ça, c'est pas un petit défi. Alors, pendant la journée, je suis consultante. Alors, je ne peux pas quitter sans un framework. Et ça, c'est vraiment une framework au niveau de ville intelligente ou à nation intelligente. Je vous laisse avec ça, juste à penser. Mais en principe, c'est que soit île, ville, pays, il y a plusieurs choses qui sont consistantes quand on pense à notre futur. Les objectifs au niveau de croissance économique, au niveau de qualité de vie, au niveau de durabilité de la population et de l'environnement, c'est beaucoup important. Si on regarde l'infrastructure, beaucoup de discussions ce matin en termes de est-ce qu'on a le câble, est-ce qu'on a la communication, est-ce qu'on a la sécurité de données, est-ce qu'on fait nos backups, etc. Est-ce qu'on a l'infrastructure qu'on a besoin? Ainsi que les domaines, alors l'éducation, santé, encore là, il y a beaucoup de l'économie, mobilité, transport, beaucoup de choses qui sont les mêmes, n'importe où qu'on vit. Et finalement, le citoyen. Et la demande des citoyens, ça change. De plus en plus, la transparence, l'inclusion, l'engagement, je manque un là, et la collaboration qu'on a discutée plusieurs fois. Alors, c'est juste à penser, quand on pense qu'est-ce que ça veut dire, quand on pense notre nouvel monde numérique, comment est-ce que tous ces aspects-là jouent dans l'infrastructure, dans la structure de notre vision, notre schéma de futur. Alors, je peux maintenant remettre ça parce que ça brise, j'ai fini. On voit de plus en plus des activités d'innovation partout. Alors, tout le monde aime le nom innovation. On a entendu avec Pascal, c'est à définir qu'est-ce que innovation veut dire pour vous. C'est quoi l'objectif? L'innovation, ce n'est pas l'innovation pour faire de l'innovation, c'est on a un problème. Comment est-ce qu'on peut être créatif pour le résoudre? On voit des opportunités importantes pour notre secteur parce qu'on est vraiment focusé sur l'éducation de nos compagnies traditionnelles et notre gouvernement pour devenir de plus en plus digital, de plus en plus numérique. On est vraiment focusé sur l'industrie et le gouvernement ensemble. Ça ne marche pas si on ne peut pas améliorer la collaboration à travers notre écosystème. On est petit, si tout le monde, si on ne pense pas, on est compétitif avec le monde, pas le reste de l'Atlantique, pas le reste du Canada, le monde. C'est vraiment ça notre objectif. On doit vraiment travailler ensemble. Et encore là, je pense que c'est la même chose. La coopération atlantique, c'est la même idée. On doit pouvoir coopérer au niveau atlantique pour vraiment travailler dans un monde global. Et finalement, on l'a mentionné plusieurs fois, le talent. C'est intéressant que la statistique pour le Canada, on pense qu'on va manquer 200 000 employés, qui est plus ou moins égal à France, qui est intéressant. Mais ça, c'est au niveau de toute l'industrie de technologie, information et communication. Mais ça, c'est significatif. Alors, notre petite île et notre petite population de plus en plus âgée est compétitive avec le reste du Canada et le reste du monde. Alors, comment est-ce qu'on peut articuler, qu'est-ce qui nous différencie pour pouvoir attracter le main-d'œuvre qu'on a besoin pour soutenir le futur du province? Et voilà. Merci. Thank you, Kenra. Thank you for your French and for keeping the time. That's great. Voilà, donc c'était la dernière intervention pour aujourd'hui. Avant de prendre une question, j'avais 3 choses à vous dire. Le rendez-vous, c'est pour ceux qui ont les ateliers, c'est 13h30 au Francoforum. Donc dans le hall, comme ça, vous vous répartirez dans 3 groupes avec les modérateurs.
Le rendez-vous pour ceux qui ne vont pas aux ateliers, c'est bien 15h15 ici. On a avancé l'heure parce qu'il y avait beaucoup à dire, donc c'est bien 15h15 au CCS. Et enfin, donc on a laissé toute latitude aux modérateurs pour organiser les ateliers cet après-midi, mais donc j'ai juste deux requêtes, c'est finir à 15h et qu'il y ait un rapporteur aussi qui puisse en plus ou moins 5 minutes nous débriefer sur ce qui se sera dit dans chacun des 3 ateliers. Voilà. Est-ce qu'il y avait une question pour Kendra? Ou même 2? Puisqu'on a encore quelques minutes. Bon, très bien. Oui, une question de Manuel. C'est pas une question, et je voulais remercier Kendra de l'éclairage qui a été apporté. Parce qu'on l'avait partagé hier soir au cours du dîner, cette attraction de talent et les territoires. J'ai bien aimé la remarque, une petite île, quand on voit Terre-Neuve et Labrador, une petite île de 500 000 habitants. Mais ça veut dire que 500 000 habitants et les 200 000 emplois que vous recherchez, la comparaison avec le territoire français qui est juste un petit hexagone de 60 millions d'habitants. Donc je pense qu'il y a effectivement des coopérations régionales entre Terre-Neuve et Saint-Pierre-et-Miquelon et j'étais vraiment très intéressé par votre présentation. Merci. C'est bien 200 000 emplois pour le Canada. Hein. Ok. Donc peut-être 2%, plus, peut-être 5% à Terre-Neuve. Ouais. Ouais, c'est ça. On dit au niveau de main-d'œuvre. Au niveau de main-d'œuvre complet au Terre-Neuve, qu'on va manquer 70 000 de main-d'œuvre d'ici 2020 pour tous les postes à travers, avec tous les gens qui vont se retirer dans les prochaines années, qui est un gros défi. Et pour moi, ça, c'est une des raisons. Pour moi, c'est pas la technologie qui va remplacer notre main-d'œuvre. On a besoin de technologie pour créer la productivité parce qu'on ne va pas tout le faire avec des personnes humaines. Ça ne va pas fonctionner. Merci. OK. Si vous en êtes d'accord, ça va clore la session de ce matin. Donc, un grand merci pour votre attention et à cet après-midi.